ce qui se fait de mieux dans le domaine militaire, air, mer, terre. Tous les spécialistes sont représentés ici dans ce salon international Eurosatory 2018. On propose, on innove et on vend. Objectif, être le plus attrayant, le plus performant possible face à ses concurrents. Les stars de ce salon, les drones et leurs ennemis, les dispositifs anti-drones, mais également la protection des frontières aériennes, maritimes et donc terrestres. Dans quelques instants, nous parlerons de tout cela avec nos invités. Mais avant cela, le Flash Actu Défense présenté comme chaque semaine par Elsa Mimoun depuis nos studios à Tel Aviv. A tout de suite. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Donald Trump et Kim Jong-un ont affiché leur bonne entente lors d'un tête-à-tête historique qui a abouti à la signature d'un document commun sans percée majeure concernant le devenir de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Le président américain a assuré que le processus de dénucléarisation pourrait désormais commencer très rapidement après des décennies de tensions autour des ambitions atomiques de Pyongyang. On l'écoute. Nous allons mettre fin aux exercices militaires. Nous économiserons énormément d'argent, sauf si les négociations futures ne se déroulent pas comme elles devraient. Le président Kim m'a dit que la Corée du Nord est déjà en train de détruire les sites de tests de missiles. Ce n'est pas dans l'accord signé. Nous l'avons accepté après avoir signé l'accord. Retour sur l'attaque au couteau qui a eu lieu à Afula, ville du nord d'Israël. Les services de renseignement ont finalement qualifié l'attaque de terroriste. Une jeune femme de 18 ans a été grièvement blessée de multiples reprises à l'arme blanche par un homme originaire de Jenin qui séjournait illégalement en Israël. Et puis cette annonce de l'armée israélienne, Tsahal a annoncé avoir détruit un tunnel sous-marin qui se trouvait dans le nord de la bande de Gaza. Celui-ci fournissait un accès secret à la côte méditerranéenne. C'est la première fois qu'Israël affirme avoir détruit ce type d'installation. Et puis le Liban, devenu un terrain d'entraînement pour le Hamas, selon l'ambassadeur israélien à l'ONU, Dani Danon, la branche armée du groupe palestinien mènerait des entraînements dans le sud du Liban, dans les camps de la milichite du Hezbollah. Voilà pour l'essentiel de l'actu défense de cette semaine. On vous retrouve Mathias à Paris depuis le salon Eurosatory. Merci Elsa. Alors l'un des pays les plus représentés ici, on l'appelle le pays de l'innovation, y compris dans le domaine militaire. Plus de 73 sociétés et start-up sont représentées ici. Je veux parler bien sûr d'Israël. Regardons les dernières nouveautés 2018 dans ce salon Eurosatory et on en parle juste après avec l'un des patrons justement de ces sociétés israéliennes ici, représentées à Paris. La star de ce salon, les drones, Third Eye System, une entreprise israélienne spécialisée dans les systèmes de sécurité robotique, présente sa plateforme de détection de drones portative Medusa. Basée sur des algorithmes de vision par ordinateur thermique en temps réel, Medusa peut être installée comme une unité autonome ou comme un système complémentaire en plus de systèmes de détection à longue portée. Contrairement à un radar, il peut détecter des drones bas à l'horizon, même dans un environnement complexe. Autre nouveauté, RT-LTS System dévoile sa nouvelle liaison de canaux multi-WAN qui sera désormais intégrée à toutes les unités de contrôle au sol des systèmes aérostatiques Skystar et leur permettra de diffuser des flux vidéo en temps réel depuis n'importe quel endroit dans le monde. Toujours du côté des technologies israéliennes, l'entreprise Rafael a évalué un nouveau système pour les véhicules blindés, un système de protection active qui intercepte et détruit les missiles et les roquettes. Objectif, compléter l'armement des véhicules blindés légers et lourds. Enfin, expérience maritime réussie pour le Dôme de Fer. La marine israélienne a terminé avec succès un programme d'entraînement complexe. La formation comprenait 2 principaux scénarios de défense et d'attaque en mer. Tout d'abord la menace d'un missile tiré contre une plateforme de gaz ou encore la simulation de l'attaque d'un navire ennemi. 2 exercices réussis qui ont contribué, selon le commandant, à une meilleure préparation et augmentation du professionnalisme des forces marines pour faire face aux menaces potentielles dans le secteur maritime. Yorav Arev, bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Rafael, l'une des stars israéliennes de ce salon Eurosatory. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quelles sont les dernières nouveautés de votre société ? אתה יכול להסביר לי בבקשה מה כהגדרתם 5 הדברים החדשים שיש בכנס הזה?
Concrètement, dans cette exposition, nous présentons les solutions dans les domaines industriels essentiels sur la sécurité, les anciennes comme les nouvelles, en nous concentrant sur les solutions globales, mais aussi sur une vision particulière. Nous révélons pour la première fois certaines de nos nouveautés qui démultiplient les forces. La première est un nouveau système d'armement très précis, le Firefly. C'est un système de missiles de croisière de la tête d'un drone et qui équipe un simple soldat. Nous présentons aussi le LR2, la prochaine génération de roquettes anti-chars. Une roquette dirigée par un système électro-optique épique. Il permet à toute force de frapper avec précision et sans GPS. Il peut toucher n'importe quelle cible sur un champ de bataille. Si, par exemple, j'ai un hacker qui hack le GPS, le missile peut encore toucher sa cible. זה אומר שאם פרצן פשוט לוקח פיקוד ב-GPS הוא יכול לפגוע. Cela signifie que tous les systèmes produits par Rafael au cours des années ont été développés dans l'optique d'une capacité offensive extrêmement précise, pour toutes les portées et sans besoin de GPS. Tous les systèmes que nous avons développés depuis les différents systèmes Spike jusqu'au tout nouveau système permettent de frapper tout objectif sur un champ de bataille sans GPS qui aujourd'hui est l'objet de menaces, comme nous le constatons partout dans le monde. Toutes nos capacités fonctionnent en réseau. Et c'est de facto la prochaine révolution que nous nommons Fireweather. Et cette révolution est la même que celle de la connexion à Internet qui a changé notre vie quotidienne. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les champs de bataille. Connecter chaque soldat à toutes les capacités et contrôler ainsi tout ce qui se passe sur un champ de bataille. Tous les soldats ont accès aux mêmes images et lancent ainsi leur attaque de façon efficace. Ces systèmes sont pratiquement opérationnels à Tsahal et marquent un bond en avant vers le futur. Tout ceci dans le domaine terrestre. On appelle Israël le pays de l'innovation. Est-ce que c'est encore le soldat qui gère l'armée ou est-ce que c'est le robot ou l'intelligence artificielle qui gère le soldat? ישראל היא מוגדרת כמדינת החדשנות. האם בשדה הקרב זה החייל ברמת החייל שמנהל את הקרב או זה ה-IA שמנהל את החייל? Je pense que nous nous trouvons aujourd'hui à l'aube d'une révolution qui a déjà eu lieu dans le civil. Elle a lieu aussi dans le domaine militaire. La nécessité de fournir aux soldats toutes les fonctionnalités, leur permettre de gérer ce qu'il faut, partout où nous pouvons automatiser leurs décisions et remplacer l'humain par l'ordinateur. Les choses deviendront plus rapides et c'est exactement ce qui se passe dans le civil. L'innovation est aussi sur les champs de bataille. Est-ce que la particularité d'Israël, de l'armée israélienne et surtout de Raphaël, c'est que vous êtes un ancien du terrain, vous connaissez parfaitement les stratégies de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça qui permet à Israël d'être toujours, d'avoir un coup d'avance? המיוחדות של ישראל וצבא וכמו רפאל זה שהוא יודע לקחת אנשי צבא, אנשי פיקוד, אנשי ידע הדבר ושמים אותם למקומות הכי מדויקים, סליחה. האם בזכות זה צבא ורפאל יודעים פשוט לדעת לפני המחבל, לפני התוקף? אני חושב שהאתגר הוא לא חדש. Je pense que le défi n'est pas nouveau, il a toujours existé. Mais aujourd'hui, il est plus précis. Savoir avant, transmettre avant et agir en premier. Et ce défi qui intègre les capacités technologiques les plus avancées du monde, nous les avons développées à Raphaël. Avec la capacité opérationnelle de Tsahal, cela nous permet de présenter des solutions globales face aux changements sur les champs de bataille. La nécessité de détruire l'objectif tout en défendant ses propres forces. Et du reste, une autre chose que nous présentons, c'est notre capacité de défense, qui elle-même est assez sophistiquée. Certaines sont basées sur des systèmes connus, comme Dôme de fer. Nous l'avons transformé en e-Dôme, c'est-à-dire que nous avons installé toutes les capacités du système sur un véhicule. Cela fournit ainsi une protection rapprochée de nos forces, un véhicule qui transporte un radar, mais aussi un centre de contrôle et de commandement, et bien entendu, un lanceur. Cela constitue une défense contre des drones qui deviennent une arme de plus en plus utilisée. Nous exposons aussi ici notre système laser anti-drone, mais aussi le système Wingcoat, le seul système de défense active opérationnel sur les chars Abrams. Il est d'ailleurs choisi par l'armée américaine et son adaptation aux autres véhicules militaires comme le Bradley américain. Sheila Kharona, dernière question. Est-ce que vous avez une solution pour les Afifonim Tavera שיוצאות מעזה?
יש לכם פתרון? Vous avez une solution contre les cerfs-volants incendiaires qui sortent de Gaza ou pas encore? Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais en ce moment, nous travaillons sur une série de menaces à laquelle doit faire face Tsahal. Et chaque fois que c'est nécessaire, nous mobilisons nos meilleurs cerveaux pour développer les capacités de Rafael, car aucun problème ne reste sans solution. Et c'est vrai que nous nous occupons de cette menace. Mais la solution n'est pas uniquement particulière aux cerfs-volants, le lieu d'atterrissage est important, ainsi que ceux qui les lancent. Mais je ne souhaite pas entrer dans les détails, nous faisons tout ce qu'il faut en coopération avec Tsahal. Il y a un laps de temps que vous pouvez nous donner pour maîtriser ces cerfs-volants ou pas encore? יש לך הגדרת זמן כדי לנטרל את העפיפונים או עדיין לא? אני חושב שכרגע יש ריכוז מאמץ לא רק של רפאל, כמובן גם רפאל, כל Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts chez Rafael et dans toutes les entreprises, mais en fin de compte, les menaces ne doivent pas systématiquement avoir une réponse technologique. Dans ce cas, les solutions doivent intégrer l'opérationnel, le renseignement, mais aussi la technologie, mais pas seulement. ובסוף גם טכנולוגיה, אבל לא רק טכנולוגיה. Merci beaucoup. תודה רבה. Vous voyez donc ici dans ce salon, et la preuve avec le directeur général de Rafael, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Un de mes invités dans cette émission Défense, ancien général des armées françaises, commandant de la Légion étrangère, conseiller défense aujourd'hui pour Thales. Alain Bouquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes devant l'un des fleurons de Thales, de votre société. Parlez-nous de ce programme Scorpion. Alors Scorpion, c'est un programme très ambitieux qui a été voulu par l'armée de terre il y a maintenant plus de 10 ans et qui est le programme du combat de contact. Et donc ce programme Scorpion regroupe l'ensemble des moyens dont on a besoin, en particulier les véhicules. Donc à l'origine, un véhicule de transport de troupes et un blindé léger. Et puis sont venus se rajouter un système d'information et désormais la radio. Et puis dans l'avenir, on aura d'autres capacités qui vont être agrégées à ce programme. Le combattant augmenté du futur, l'engin du génie, le moyen blindé d'investigation, etc., etc. Alors, justement, parce que vous venez du terrain, vous connaissez les problèmes que soulève aussi le terrain aujourd'hui avec la connexion dans un monde 2.0. J'ai l'impression, en vous entendre, que c'est quand même aussi une révolution technologique. Alors, il y a aussi profondément une révolution technologique. L'enjeu majeur à l'horizon Scorpion, pour nous, c'est la réussite du combat collaboratif. Le combat collaboratif, c'est, je dirais, la conjonction d'une réflexion conceptuelle, doctrinale de nos camarades des forces armées pour essayer d'améliorer la fluidité du combat et de tout un tas d'avancées technologiques dans le domaine numérique que sont le big data, la connectivité, l'intelligence artificielle, les capacités cyber. Et nous avons la conviction chez Thales que cette conjonction va apporter une nouvelle manière de faire la guerre pour le combat terrestre. La guerre 2.0 ou alors c'est quand même le soldat qui gère la machine? Alors, bien entendu, on restera dans quelque chose de très maîtrisé parce que nos camarades militaires ne sont pas disposés à mettre en œuvre la violence sans la contrôler. Aujourd'hui, c'est quoi le label fabriqué en France, particulièrement fabriqué chez Thales? Au-delà du label fabriqué en France et fabriqué chez Thales, je crois que le label qui intéresse le plus nos clients, c'est le label Combat Proven. Et il se trouve que la France aujourd'hui est en Europe un des pays, sinon le pays qui intervient militairement le plus sur la scène internationale. Et donc, ce qui est fabriqué en France pour les besoins des armées françaises est fatalement, un jour ou l'autre, employé en opération, avec succès, par les forces armées françaises. Alors justement, vous me permettez de poser la question, est-ce que demain, cette machine, ce transporteur de troupes ou les dernières nouveautés, parce qu'on a vu également une mallette qui est capable de comporter plusieurs ordinateurs à la fois et de connecter toutes les salles de contrôle, est-ce que ces dernières nouveautés sont applicables demain sur le terrain? Alors, ces nouveautés que vous voyez sur les salons, elles sont évidemment à des degrés de maturité technologique divers. Ce que vous voyez derrière, c'est
c'est un véhicule blindé fabriqué par Thales Australie, le Hawkeye, qui est immédiatement disponible. Et ce que nous, Thales, on en a fait sur ce salon, c'est qu'on l'a équipé intégralement avec les matériels Scorpion. Et donc, il est immédiatement utilisable sur le terrain, oui. La France est l'un des pays, aujourd'hui, l'un des leaders politiques et diplomatiques au monde. Est-ce qu'il y a également, au niveau de son armée, de son savoir-faire expérimental militaire, est-ce qu'il y a des zones rouges vers lesquelles Thales ne se tourne pas, ne propose pas ses compétences? Alors, je pense que tous les industriels du monde de l'armement ont obligatoirement des zones rouges. On ne peut pas être un industriel de l'armement comme on ne peut pas être un militaire, sans avoir une réflexion éthique profonde. Il y a des aspects légaux qui ont trait aux armements interdits. Thales ne vend pas de mines antipersonnelles ou d'armes chimiques, ou ne vend pas à n'importe qui. Certains pays sont considérés comme moins fiables. Et puis, il y a des aspects réellement éthiques. Je vais vous donner un exemple. En termes d'intelligence artificielle, on voit venir un monde où la machine pourrait prendre le pas sur l'homme. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, nous, industriels de défense, en la matière, pour offrir à nos clients? Est-ce qu'on n'a pas le devoir de réfléchir à ces questions-là? Emmanuel Roche, on a l'habitude de vous voir dans nos studios à Tel Aviv et on se retrouve ici au salon Eurosatori devant le stand israélien. On le sait, vous êtes aujourd'hui expert en sécurité, vous conseillez les entreprises israéliennes vers la France. Est-ce que le savoir-faire israélien est aujourd'hui exportable dans des pays plutôt réticents, notamment la France, qui hésite à acheter du savoir-faire israélien? Il est tout à fait exportable dans n'importe quel pays, la France aussi en particulier. La preuve, je ne sais pas si on verra sur les images, mais le pavillon israélien est énorme. Ce n'est pas forcément des Français ici qui vont acheter, mais c'est un salon qui doit se faire, comme on fait aussi les salons comme Milipol, tous ces salons de la sécurité. Le savoir-faire israélien, moi pour le connaître et pour essayer de le vendre à l'étranger, notamment en France, il est tout simplement exceptionnel. Mais ensuite, sur le marché français, il y a de grosses sociétés qui sont très compétitrices aussi et qui sont aussi très bonnes. On n'est pas en terre inconnue ici. Donc c'est technique ou c'est politique? C'est peut-être un petit peu politique, mais on essaie toujours de ramener à la politique quand on n'arrive pas à faire des affaires. Mais c'est aussi technique. Il y a des énormes sociétés françaises qui sont très bonnes et qui proposent leurs services aux établissements, au gouvernement, aux institutions. Au privé aussi. Et à ce moment-là, moi je comprends très bien le réflexe de tout un chacun de plutôt acheter français. Alors, on va parler d'israélien justement. Qu'est-ce qui fait que le savoir-faire israélien, l'expertise israélienne est meilleure que d'autres pays par exemple? C'est parce que c'est la Startup Nation. Alors ici, c'est plus des startups, on voit des énormes groupes industriels. C'est certainement le système éducatif qui fait que les jeunes partent à l'armée pendant 3 ans. Alors, c'est une partie de l'éducation, mais surtout, ils se forment, ils voient plein de gens, ils se font un petit réseau, ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais croisés dans leur vie sinon, et au bout de 3 ans, ils reprennent leurs études. Donc bac, armée, études. Quand on prend ses études juste après le bac à 18 ans, et je suis bien placé pour le savoir, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on veut aller, on choisit un peu et bon, on se débrouille. La plupart du temps, ça tombe bien. Mais les jeunes Israéliens, eux, ils ont eu 3 ans pour y réfléchir. Et quand ensuite ils partent faire des études, alors on pense évidemment au Technion de Haïfa où c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas combien de prix Nobel sont sortis de cet établissement, mais ça se compte sur les doigts de 2 mains en tout cas. Et ils ont le goût d'entreprendre, ils sont assez mûrs, ils ont rencontré plein de gens, ils ont des carnets d'adresses et c'est comme ça qu'ils se lancent. Oui, mais quand on est colonel de l'armée française et colonel de l'armée israélienne, normalement on est censé penser exactement de la même manière. Pourquoi certains seraient meilleurs que d'autres? Colonel de l'armée française, il ne pense pas pareil qu'un colonel de l'armée israélienne. L'armée française, elle intervient, et de plus en plus d'ailleurs, ce dont je me réjouis, à l'étranger. Elle règle les conflits à l'étranger. Les Israéliens se battent sur leur sol, tout le temps, toute l'année. C'est pas pareil. Ce qui fait que certains groupes israéliens, qui sont rattachés directement à l'armée israélienne, ont un coup d'avance? Je ne pense pas qu'ils soient rattachés, mais ils travaillent pour le ministère israélien de la Défense. Oui, ils ont un coup d'avance, parce que de la nécessité vient l'innovation. Et en Israël, ça innove tout le temps en termes de défense et de sécurité. Un exemple? Bon, on l'a vu quand 2014, à l'été 2014, la mise en œuvre enfin du système Kippat Barzel, dôme de fer en français. C'est juste l'aboutissement absolu d'une nouvelle technologie qui a protégé la population pendant 56 jours. Donc aujourd'hui, vous, en votre position aujourd'hui d'expert en sécurité, on peut vendre décemment le Made in Israël en Europe?
Bien entendu, oui, j'ai aucun doute. Sinon, les grands ici, IAI, IMI et Raphaël ne seraient pas là. Merci Emmanuel Roche. On vous retrouve en fin d'émission pour parler cette fois d'un autre enjeu, la sécurisation de la Coupe du Monde. On se retrouve quelque part dans le salon. À tout à l'heure, merci. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du Mondial de football 2018 en Russie. Et l'aspect sécuritaire n'a jamais été à ce point au centre des préoccupations des organisateurs de l'événement sportif le plus suivi de la planète. En participant activement aux frappes collectives contre Daesh, mais aussi en annexant la Crimée, la Russie s'est fait quelques ennemis ces dernières années. La menace terroriste durant un événement aussi suivi mondialement et si cher aux yeux du Kremlin est donc à prendre au sérieux. La preuve en est avec ses attaques dans le métro de Saint-Pétersbourg ou encore à Surgout l'année dernière par des assaillants se présentant comme des soldats de Daesh. Le groupe terroriste a multiplié sur leurs organes de propagande les appels à commettre des attentats durant le mondial. Des mesures ont donc été prises en conséquence avec l'installation de portiques de sécurité dans tous les métros des grandes villes, la présence de chiens renifleurs d'explosifs ou encore la mise en place d'une étroite collaboration avec les services de sécurité des 32 pays participants. Au total, ce sont 445 millions d'euros qui ont été déboursés par les autorités russes. De son côté, la FIFA a renouvelé sa confiance à la Russie. Les deux entités ont mis en place par ailleurs un système pour éviter la fraude des billets. De plus, des mesures ont également été prises dans certains pays lors des diffusions de matchs. En France, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les retransmissions sur écran géant seront strictement encadrées et ne seront pas autorisées dans l'espace public sans mesure de sécurité draconienne. Emmanuel Roche, on se retrouve pour parler justement de la Coupe du Monde. Comment on sécurise d'abord un enjeu aussi grand? C'est d'abord de l'ordre des États, c'est un partage de renseignements, comment ça se passe? C'est de l'ordre de l'État évidemment, particulièrement en Russie où les distances vont être terribles entre les différentes villes et les matchs qui vont se succéder les uns après les autres pendant presque 3 semaines si mes souvenirs sont bons. Un mois avec les phases éliminatoires. Et c'est d'abord l'État qui s'en occupe. Ensuite, évidemment, avec le relais, dans chaque ville, il y aura des postes de contrôle et de commandement. Et tout le monde va s'y mettre là. Quand ce sont des événements comme ça, très très compliqués à sécuriser parce que ce sont des foules qui sont ici pour s'amuser, qu'on ne peut pas contrôler comme quand on rentre ici dans un salon avec un accès tel que dans un aéroport. Donc il faut à la fois que ce soit du vrai contrôle, sérieux, mais que ça soit fluide, que les gens puissent rentrer et surtout qu'ils puissent sortir en cas de problème. Combien de temps en amont on prépare un tel événement, surtout au niveau européen, au niveau mondial? Est-ce qu'il y a des rencontres entre chefs de renseignement de tel ou tel pays? Des rencontres de chefs de renseignement, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on commence largement 6 mois avant. Je suppose même que les premiers jets sont écrits dès qu'on sait qu'on est récipiendaire de la Coupe du Monde. Et là, tout le monde commence à y réfléchir. Et puis, il y a des cellules qui se montent, de la coopération, bien entendu. On peut dire ce qu'on veut, qu'on ne s'entend peut-être pas très bien avec la Russie en ce moment, mais évidemment qu'il y a de l'échange d'informations, parce que c'est vital, c'est pour la vie de tout le monde. Parce que c'est la Coupe du Monde, ça ne concerne pas que les Russes, ça concerne tout un tas de gens qui vont venir s'amuser pendant cette période. Et oui, bien sûr, les services de police, les services de renseignement, les services militaires, tout le monde parle ensemble et tout le monde sera sur le pont pour cet événement. Oui. Alors qui dit grand événement dit également grande menace. Est-ce qu'on doit aller à la source de ces menaces ou est-ce qu'on doit les attendre une fois qu'ils ont franchi le pays? Qu'elles ont franchi le pays? Alors, grande menace, pas plus que d'habitude. Maintenant, on l'a bien vu, hein, malheureusement, dans nos temps troublés, la menace elle est permanente et on ne sait plus quoi savoir à propos d'un événement, s'il a une importance ou pas vis-à-vis des gens de Daesh. Donc, mais quand la Russie va chercher des hommes de Daesh en Syrie, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une réponse de Daesh en Russie? Ouais, c'est ce que tout le monde dit dans les commentaires à chaque fois. C'est parce qu'on intervient, je parle de la France, on intervient nous en Syrie, que Daesh est sur notre sol. Je crois que ces idiots-là, ils n'ont pas besoin de ça. Qu'on les ait attaqués ou pas, ou qu'on essaie de les réduire sur place, c'est ce qu'il faut faire, ou pas, ils feront toujours des émules et il y aura toujours ce genre de choses. Ensuite, les Russes, eux, ils combattent leur terrorisme à leur façon, sur leur territoire aussi et à l'étranger, et Dieu sait s'ils ont du travail. Donc ça coule de source de continuer à le faire pour la Coupe du Monde. Un enjeu comme ça, c'est quoi? C'est plusieurs milliers d'hommes en même temps, plusieurs milliers de cerveaux, de services de renseignement en même temps?
Ah oui, alors dans les services de renseignement, ça sera des milliers, mais là tout le monde va être mobilisé en termes de police, de militaires, ils ont leur force de contrôle de frontières aussi, qui est un corps assez particulier à part. Là tout le monde va être mobilisé. Ouais. Les salles de contrôle, ça peut être 200-300 personnes en même temps. Ouais. Question peut-être très difficile pour vous pour y répondre. Est-ce que les services de renseignement russes aiment partager leurs renseignements ou sont prêts à accepter des partages de renseignements avec les autres? Ah oui, sans aucun problème. J'en ai été témoin, oui, sans aucun problème. Oui, non, ça leur pose pas de problème. Quand ça concerne leur sécurité interne, que ça les regarde eux, comme tous les pays, ils n'aiment pas qu'on s'immisce dans leurs affaires. Et alors, c'est très difficile pour un esprit européen, on va dire, et donc français aussi, de ne pas s'immiscer dans ce que les Russes considèrent, eux, comme du terrorisme intérieur et leurs affaires intérieures. On parle des Tchétchènes, par exemple. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais non, les Russes partagent comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci Emmanuel, et on souhaite bien évidemment à tous les téléspectateurs de suivre avec, dans le calme, si possible, cette Coupe du Monde. Et surtout la finale, où j'espère que nous gagnerons, la France. Merci Emmanuel Roche. Voilà, cette émission Défense est terminée pour ce salon Eurosatory. Je vous retrouve donc la semaine prochaine depuis nos studios de Tel Aviv. En attendant, comme disait Emmanuel, comme disent la plupart des visiteurs ici, on parle innovation, coopération, militaire, défense. Bref, tout ce marché militaire pour être plus performant, comme je le disais, et être attrayant les uns avec les autres ou face aux autres. Merci à Aurélien Romano de m'avoir suivi au cours de ce salon et depuis Tel Aviv, toutes les équipes de production. À la semaine prochaine.